Alors Jonathan, pour commencer, on fait un petit point sur les marchés financiers, comment ils ont terminé 2024, comment ils abordent 2025. On commence avec quoi, Jonathan? Les marchés 2024, toutes classes d'actifs confondues, se sont quand même, j'ai envie de dire, plutôt bien comportés, malgré la volatilité et toutes les variables qu'on a pu avoir durant l'année, que ce soit d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue politique, d'un point de vue politique monétaire. Ça s'est quand même plutôt bien comporté, avec des rendements pour les différentes classes d'actifs qui sont assez variables, avec notamment les marchés financiers qui, dans les grandes masses, ont permis de générer des rendements pour les clients, on va dire entre 10 et 20%. Je pense à 20% pour les plus gros indices boursiers, notamment américains, tirés par les grandes valeurs technologiques. Sur le S&P 500, le Nasdaq, effectivement, Exactement. On est plutôt sur des chiffres assez intéressants. Assez intéressant, ce qui est moins le cas pour l'Europe. Quand on prend typiquement l'Eurostoxx 50, on est un peu moins de 10%. Et, plus 7,7% très précisément. Voilà, et après par contre, malheureusement, force est de constater que le mauvais élève, c'est la France, avec le CAC 40. Encore nous, on est à quasiment à moins 4%. Ouais, donc c'est un peu plus compliqué. Bon, ça s'explique de différentes manières. Une instabilité politique quand même très forte. La note de la France qui a été dégradée par Moody's. Et en parallèle de ça, on a effectivement les grosses capitalisations boursières françaises du CAC 40, notamment dans le secteur du luxe, qui ont été pas mal chahutées et qui tirent l'ensemble du CAC vers le bas. Donc ça, c'est pour les actions. Si on regarde les autres classes d'actifs, notamment obligations, immobilier, quel bilan vous dressez? Obligations, du fait de la politique monétaire qui a été mise en place avec des baisses successives orchestrées par la BCE qui ont été présentes, certes, mais mine de rien, on reste à des niveaux qui sont relativement élevés par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Le marché obligataire s'en sort encore une fois plutôt bien cette année, avec des rendements eu égard à un risque quand même relativement faible, qui reste assez attractif pour les clients. Et sur la pierre? Et sur la pierre, c'est un peu différent. On note deux éléments un peu antinomiques. C'est que d'un côté, on a le prix de l'immobilier qui a baissé du fait de ces taux qui étaient relativement élevés, encore élevés il y a quelques mois et qui, malgré les baisses, restent encore à des niveaux visiblement encore trop élevés pour les investisseurs. Donc le prix de l'immobilier qui baisse, mais en parallèle de ça, on a un marché de la transaction qui est resté encore un peu tendu et en tout cas qui est moins reparti que ce qu'on l'imaginait ou que ce qu'on espérait. Je sais que vous aimez bien le private equity également. C'est vrai. Si je ne me trompe pas, l'année dernière, les sorties ont fortement augmenté. 902 milliards de dollars qui ont été rendus aux investisseurs en 2024. C'était une hausse de 20%. On voit que le marché commence un peu à se détendre. Ça avait été une des inquiétudes pendant très longtemps. C'était la capacité des gérants à faire remonter du cash à leurs investisseurs. Alors là-dedans, c'est essentiellement les États-Unis. Comme d'habitude, sur les 902 milliards de dollars, 417 quand même aux États-Unis. Vous êtes pareil, plutôt positif sur le private equity pour 2025 ? Positif sur le private equity en 2024, en 2025 aussi, puisque on va en parler peut-être aussi tout à l'heure, mais les taux effectivement sont ce qu'ils sont. On a une augmentation de la prime de risque, donc mécaniquement l'attrait pour les actifs réels aujourd'hui, en tout cas déjà depuis 2024, et je pense que ça va être dans la même veine sur 2025, vont continuer de grandir, que ce soit au travers de club deal, que ce soit au travers de l'infrastructure, mais aussi auprès d'actifs réels. Et on parle d'économie réelle et donc on parle de private equity. Pour la deuxième lecture, on va aux États-Unis et on se projette dans le futur au 20 janvier, l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche. Côté macro déjà, si on devait faire un point, qu'est-ce que vous voyez ? Côté macro, ce qu'on voit, c'est que force est de constater aussi encore une fois que les actions américaines ont plutôt bien accueilli cette nomination, puisqu'elles ont tout de suite réagi dans le bon sens. Et c'est notamment dû à des promesses électorales qui, on va voir si elles sont tenues ou pas, mais notamment une baisse de la fiscalité au sens large, à la fois pour les particuliers, mais aussi et surtout pour les entreprises. Donc ça, c'est quand même un point hyper positif et ça a déjà été absorbé en partie par les entreprises américaines. Maintenant, la question à se poser, c'est quelles vont être les prochaines politiques après son investiture qui vont être réellement mises en place. Et notamment, est-ce que la politique des droits de douane sur les importations va être forte ou pas? Parce que si c'est le cas, mécaniquement, ça va être répercuté sur le prix final pour le consommateur et les ménages américains vont avoir un pouvoir d'achat qui va baisser
Et mécaniquement, ça va s'en faire ressentir sur les entreprises américaines cotées aussi. On termine très rapidement avec un petit point sur l'assurance vie. L'année dernière, on commence à avoir des chiffres, hein, l'année dernière, sur les 11 premiers mois, c'est un peu plus de 28 milliards d'euros de collecte nette. Les encours dépassent les 1900 milliards. Et on a aussi les premiers résultats des fonds euros. Alors pour l'instant, il n'y en a pas encore énormément, mais ils s'étalent entre 2,75 et 3,80%. Vous, vous êtes plutôt satisfait de ce que vous voyez sortir, notamment au niveau des performances des fonds euros? Compliqué de ne pas l'être quand on sort de plusieurs années où les taux étaient négatifs et donc les fonds en euros étaient assez faibles. Aujourd'hui, on a des fonds en euros qui sont quand même extrêmement intéressants pour les clients, zéro risque. On a en 2024 été chercher pour nos clients entre 4 et 5% net de frais de gestion sur le fonds en euros. C'est quand même plutôt sympa. Et puis surtout, encore beaucoup de fonds euros boostés qui ont été lancés l'année dernière. Encore beaucoup de fonds en euros boostés qui ont été lancés l'année dernière, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. En parallèle de ça, on a aussi les produits structurés à capital garanti, qui sont une véritable aubaine pour les clients, puisqu'on arrive à proposer effectivement des rémunérations sans risque, avec des rendements entre 5, 6, 7, 8%. Maintenant, est-ce que ça va durer ? C'est une autre histoire. Hein. On voit notamment pas mal de produits structurés qui ont pour sous-jacent le CMS 10, hein, donc le taux européen à 10 ans, qui était bas encore en fin d'année 2024, qui là est en train de remonter justement à cause de ce qui se passe notamment en Allemagne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi, sur ce début d'année 2025, il va y avoir encore des belles fenêtres de tir pour les clients pour aller chercher du rendement sans risque, ou en tout cas avec un risque hyper maîtrisé. Merci Jonathan pour votre analyse. On passe à la suite. Alors Jonathan, je disais, votre cabinet est encore jeune, mais est-ce que vous pensez déjà au recrutement? Alors vous avez déjà 2 alternants, je crois. Effectivement, donc j'ai 2 alternants, un qui est là depuis quasiment 1 an et demi maintenant, un second qui nous a rejoint toute fin d'année. Le premier devrait passer en CDI d'ici septembre. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, l'un des principaux challenges pour une jeune entreprise, une fois qu'on arrive entre guillemets à faire ses preuves en tant qu'indépendant réel, derrière, c'est de réussir à structurer. Réussir à structurer, ça veut dire recruter, manager. Et là, pour le coup, c'est le vrai challenge de toute entreprise, quel que soit le secteur d'ailleurs.